Bonjour à tous les amis, c'est Serge le chef, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo spéciale rediffusion live Twitch. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo les amis? C'est tout simple, je vous explique, depuis un mois on a démarré cette série de vidéos où on a fait témoigner un soldat russe. Série de vidéos qui a fait énormément polémique et fallait s'y attendre, beaucoup de questions, beaucoup d'attentes, beaucoup d'accusations de fake, et face à tout ça, c'était la phase finale du programme, c'était tout simplement une confrontation en live où le soldat russe répondait à toutes vos questions en direct. L'idée de ce live, c'était tout simplement un échange transparent, sans montage et en direct avec vous, justement pour vous montrer que la personne était bien prête à répondre à toutes vos questions. À travers cette rediffusion de live, vous pouvez entendre les questions les plus pertinentes et du coup les réponses les plus pertinentes, et peut-être que cela pourra vous rassurer, convaincre ou du moins intéresser. Ce qui a le plus étonné les gens dans la première vidéo que tu avais faite, c'est le fait que tu sois, selon les gens, très bavard. Le fait que pour beaucoup de personnes c'était illogique qu'un soldat russe, qu'une personne qui a vécu cette guerre ait envie d'en parler et envie d'en témoigner finalement aussi rapidement. Est-ce que par rapport à ça, toi t'aurais une réponse justement qui explique pourquoi t'avais cette envie d'en parler? J'ai pas réellement d'explication, enfin, c'est quand même, j'arrive pas à expliquer ça, mais je n'ai pas réellement c'est- cette envie d'être populaire, mais c'est plutôt expliquer comment c'est sur zone et plutôt expliquer que, enfin, un champ de bataille, c'est quand même l'endroit à ne pas être, surtout, mais quand même que d'autres personnes arrivent à comprendre la souffrance sur zone et qu'il y a que cette zone est surtout très dangereuse parce que on peut voir des personnes mourir et tout ça, mais bon, je vais éviter les termes parce que Non, on est sur Twitch, mais bon. tu peux, non, vraiment, t'inquiète pas, Ah tu d'accord, peux. ok. Donc Ok. bon, c'est à peu près ça. Striker qui demande comment c'était l'ambiance sur le front avec tes camarades, etc. On faisait beaucoup de blagues, surtout de l'humour pour éviter comment dire, pour éviter de se rappeler des morts qu'il y a eu enfin des morts et des blessés, parce que enfin, faut vraiment être sur le fait que on doit être soudé et on doit pas enfin, se disperser. C'est plutôt dans ce style. Et puis pour l'ambiance globale à peu près, il y a quand même beaucoup de pers, enfin j'ai pas le mot. Enfin, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont tristes, c'est sûr, mais je veux dire. Si t'as du mal avec les mots, n'hésite pas en anglais, à le dire en anglais si tu l'as. Là, je suis désolé, on n'a pas l'interprète russe aujourd'hui. Et déjà, moi, je rebondirais juste sur cette question en disant, est-ce que t'as remarqué que plus le temps passait, plus l'ambiance a changé justement au front? Enfin, avec tes camarades. Oh oui, oui, c'était très vite. Enfin, on voyait très vite qu'au début, c'était plutôt enfin, on était plutôt bien niveau moral, mais après, ça s'est drastiquement chuté quand il y avait eu les gros problèmes de logistique et comment dire, et de ravitaillement. Surtout le ravitaillement de munitions. Alors, Neuromanque qui demande, est-ce que tu as rencontré des volontaires européens sur le front, enfin en Ukraine? Volontaire européen. Pour être franc, je ne peux pas le dire parce que sur un front, bah, tu peux pas entendre les ennemis parler, à part si c'est sur un combat vraiment frontal. Mais principalement, c'est des uniformes ukrainiens, donc on peut pas dire si on a réellement vu des volontaires européens. Côté russe, il n'y en avait pas en tout cas. Côté russe, il y avait des mercenaires, mais à part ça, non. Mercenaires européens? Oui, tchèques et serbes. D'autres questions, Goratra qui demande, est-ce que beaucoup suivent Poutine en Russie? Je sais pas si tu peux répondre à ça. Oui, enfin beaucoup. Parce que en fait, à cause des censures et de tout, bah, ça a créé un peu comme un effet de bah, c'est les Européens et les Occidentaux qui nous veulent du mal. Donc ça a créé cette vision. As-tu subi les bombardements des Yimars? Les craignais-tu? Ah, Limar, c'était plutôt à l'est, si j'ai pas de conneries. Mais nous, on a eu des bombardements, oui, mais je suis pas sûr si c'est réellement ça. Je peux pas réellement préciser si c'est vraiment des Mars. Selon lui, quelle est la probabilité que Poutine utilise une bombe nucléaire vu que le conflit s'enlise? C'est très peu probable, je pense, parce que il y a vraiment un risque international. Comme vous le saviez, il lance une bombe nucléaire, tous les autres pays vont riposter avec une tête nucléaire. Mais c'est que on va éviter d'utiliser ce moyen parce que ça sera du coup une destruction totale, quoi. Il n'y a aucun gagnant.
la mentalité des Russes aujourd'hui, c'est absolument pas on envoie une bombe nucléaire, quoi. Non, enfin, je suis pas sûr là actuellement, mais je pense que non. Alexandre, est-ce qu'il y a des personnes qui croyaient que l'Ukraine était nazie? Je pense par rapport à tes Beaucoup, énormément. Dans tes camarades? Oui, beaucoup. Dans le sens nazi, vraiment comme à la Seconde Guerre mondiale, quoi. Alors, pas totalement nazi, mais pro-nazi, oui, totalement. Enfin, néo-nazi, ils croyaient totalement ça, oui. Dans l'armée française, l'armée est composée de différentes armes, comme le génie, l'infanterie, l'artillerie, les parachutistes. Ah, mes corps d'armée. Hmm. Moi, c'est tireur d'élite. Enfin, tireur d'élite, donc tireur de précision. On était dans un bataillon d'infanterie en tant que soutien à l'arrière des lignes. Donc l'infanterie de base. Ok. Donc ta mission en tant que TE, normalement, c'était la reconnaissance Euh, et surtout l'élimination de cibles précises. oui, enfin, surtout l'élimination de cibles précises parce que enfin, nous, c'était pas notre tâche précise de gérer la reconnaissance. La reconnaissance, c'était soit avec des drones, donc des drones actuels, Oui. ou alors directement enfin, une escouade de recherche enfin, qui fait de la reconnaissance sur place et c'est une vraie escouade à part des tireurs d'élite, enfin, des tireurs de précision et dans cette branche. D'accord. Maintenant, je te pose une question un peu pointue de ton avis de fantassin, quand tu étais Oui. dans la boue jusqu'au... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ton avis, la reconnaissance a fait son taf au début de l'offensive? Au début de l'offensive, pour cette fois, il y a beaucoup de problèmes de reconnaissance. On ne sait pas du tout où sont les ennemis, donc on est obligé d'avancer très lentement des fois. Et puis on a aussi beaucoup de problèmes comment dire, de reconnaissance sur déjà les lignes présentes, parce qu'on pouvait, enfin, certains convois se faisaient attaquer, enfin, certains convois de logistique. Et c'était comment dire, enfin, des reconnaissances ukrainiennes qui étaient sur place et qui voyaient directement comment dire, les convois passer et ils pouvaient directement donner la position pour soit des frappes d'artillerie dans la zone, ou soit il y a beaucoup de gros problèmes de reconnaissance en globalité pour l'armée russe. C'est plutôt ça aussi. Ouais, donc en un mot, si je te comprends bien, lors de l'attaque initiale, vous avez bénéficié de l'effet de surprise, Oui, et une fois l'effet de surprise parti, les renseignements et la reconnaissance a merdé dans les grandes largeurs. voilà, à peu près. D'accord, donc ça se comprend que vous vous trouviez dans un tel merdier. Oui. Militaire français avec militaire russe, là, on a les deux, là. Si tu sais pas où se trouvent les lignes ukrainiennes et que vous fontez dedans, c'est du pain béni pour les embuscades, là. Oui, c'est totalement ça. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai vécu que des conflits de basse intensité. Toi, c'est plutôt de haute intensité. Fais surtout au contre-coup du stress post-traumatique ainsi que le syndrome du survivant et te laisse pas aller. On a vu qu'il y avait des messages sur les vidéos voilà, qui critiquaient un peu et tout, ça fallait s'y attendre forcément. Mais est-ce que ça t'a un petit peu étonné peut-être? Je sais pas si t'as vu tous les commentaires ou pas du tout, mais il y avait des messages qui étaient, comme Fred, un peu de soutien, qui étaient des messages d'encouragement, justement pour ta vie à suivre après ça. Est-ce que tu t'y attendais à ça? Être franc, pas du tout. J'étais pas du tout prêt à ça. Même si, bon, moi, je vais pas faire polémique sur ça. J'ai pas trop d'avis par rapport à ces conséquences. Voilà. Moi, ce que je me suis beaucoup rendu compte, hein, et d'ailleurs Fred il me le rappelle très bien à chaque fois, c'est que j'ai l'impression que ce qui avait le plus de respect pour toi, entre très grosses guillemets, c'était beaucoup des anciens militaires. Et justement, ils marquaient que eux, ils étaient anciens militaires et qu'ils savaient ce que c'était le contre-coup d'une bataille, le contre-coup d'une opération. Et j'ai l'impression que c'est ces gens-là, donc ils étaient un peu plus âgés que nous en moyenne, bon, que moi en tout cas, c'est sûr. Et j'ai l'impression que ces gens-là avaient beaucoup plus de recul sur ce que tu disais. Mais c'était vachement intéressant de voir que justement, on a l'impression que c'était plus des vétérans, entre guillemets, qui arrivaient le mieux à comprendre ta situation. Je sais pas si t'as remarqué ça. Penses-tu que la Blitzkrieg russe organisée par Poutine était une bonne idée? C'était plutôt une bonne idée, même si, bon, il y avait quand même beaucoup de problèmes au niveau de cette Blitzkrieg, parce qu'on allait redouter les révoltes dans la Blitzkrieg, entre guillemets, qui était faite au nord de Kiev. Mais justement, il y avait beaucoup de problèmes de logistique, donc la Blitzkrieg, elle n'a pas réellement fonctionné, parce que c'était sur un point trop concentré, et on n'avait pas assez comment dire, enfin, il y avait surtout beaucoup de problèmes pour le pétrole, pour les véhicules blindés et tous les véhicules en globalité. Cette,
à cette zone, mais c'est à cause de la Blitzkrieg qu'il y a eu beaucoup de problèmes de logistique. Donc, en fait, l'idée, elle était plutôt bonne. C'était ensuite sur le plan qui était mauvaise parce que le ravitaillement était problématique et qu'il y avait beaucoup de problèmes sur le fait que on peut pas suivre. En fait, on peut pas avancer sans avoir des armes. Enfin, c'est plutôt dans le sens là que je veux dire, mais on peut pas avancer si on n'a pas assez de ressources nécessaires pour le combat. En Russie, c'est plutôt des grandes lignes où on va directement avancer d'un coup ou alors directement faire une grosse ligne de défense. Mais là, c'est plutôt à des points très stratégiques et pour faire des embuscades, donc principalement dans des forêts ou alors dans des vallées, où ils attendent le meilleur moment pour attaquer. Et puis là, ça va poser beaucoup de problèmes parce que on peut pas réellement prévoir où va venir de l'ennemi. C'est surtout ça. Moi, j'ai juste une question qui me vient de plus en plus en tête. C'est que la guerre en Ukraine nous montre qu'on a un peu un retour aux guerres anciennes avec de l'infanterie, de l'artillerie et tout. C'est pas. On s'attendait tous à une guerre très technologique, très moderne et ça n'a pas été le cas. Est-ce que tu crois que ça a été un choix de la Russie de pas envoyer tout ce qui est avion de chasse derrière technologie, tout ça? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pétran, on a du matériel dernier, des très bons matériels nouveaux, mais je vois pas pourquoi on les utilise pas. Les T-14 Amata, on les a jamais eu. Pardon. On les a jamais eu sur tous les fronts. On les a jamais eu, à part c'était juste le symbole du tank qui va arriver. Et c'était pas vraiment pas. Mais on est Ouais. d'accord que en Ukraine, bon, des hélicoptères on en voyait beaucoup, mais est-ce que t'as déjà Oui. vu toi un avion de chasse russe, vraiment un matériel high-tech russe, genre du style vraiment avion de chasse ou drone dernière génération, ce genre de matériel en fait à la pointe de la technologie? Alors, les avions, c'est très peu commun, même si ça arrive. On avait surtout des avions comment dire, de style bombardier. Enfin, pas gros bombardier, mais des bombardiers au soutien à l'infanterie, où on va voir à peu près que c'est quand même du vieux matériel, mais que ça passe. C'est environ début 2000 et puis 1990. Et puis il y avait aussi plusieurs types d'avions en spécialité, mais c'est très rare. Ok, il y a Bratox qui demande est-ce que c'est des Sou-57? Certains, oui, oui, il y en avait, oui. Ok. Penses-tu que la guerre se finira sur une paix blanche ou encore sur la victoire d'un des deux camps? Je, je sais pas, je peux pas prédire l'avenir. Hmm. Donc, T'as je pas sais pas. de pronostic ou enfin d'idée en tête par rapport à ça encore de tout ce que t'as vu? J'ai, je sais pas. Non, c'est des questions très générales, les gars. Encore une fois, de Oui. toute façon, il est pas général, hein, il a pas géré toute la frontline. Donc, ouais, la question de l'accent, c'est vraiment ce qui stresse le plus les gens. Est-ce que tu peux être le plus convaincant possible pour essayer de rassurer tout le monde une bonne fois pour toutes avec ça? Principalement, je parlais pas totalement russe à la maison, donc c'était surtout du français, donc j'ai pris l'accent français. Donc, voilà. Ton père et ta mère sont français. Oui, Ok. Et dans votre foyer, vous parliez français. oui, totalement. Ok. Tu sais donc lire, écrire et parler français. Oui. Ok. Le russe, tu l'apprenais uniquement à l'école et pas dans ton foyer. Légèrement dans le foyer, mais sinon, principalement, oui. Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, les gens, et c'est ce que j'ai essayé de leur expliquer plusieurs fois, c'est que si tu grandis depuis ta naissance avec une langue, il est normal de pas avoir d'accent avec cette langue. Et je sais que beaucoup ont du mal à le comprendre. La bataille dont tu as le plus participé, c'est Mariupol, on est d'accord? Oui, on est bien d'accord. Ok. Parce que je vois que vous posez des questions très générales, c'est intéressant les gars, mais retenez bien encore une fois que c'est un soldat, donc il n'était pas sur toute l'Ukraine en même temps, il était vraiment lui, Mariupol. Donc est-ce que vous avez des questions sur la zone de Mariupol, sur les combats qu'il y a eu à Mariupol, vu que c'était son secteur où il était déployé? Est-ce que pour lui l'infériorité numérique des Russes, c'est celle qui empêche de reprendre l'initiative du combat en Ukraine? Infériorité numérique. Ouais, le fait d'être en sous-nombre par rapport Oui. aux Ukrainiens. On n'est pas du tout en sous-nombre. Franchement, on n'est pas du tout en sous-nombre, on est même en surnombre comparé à eux. Mais il y a beaucoup de problèmes au niveau des entraînements, parce que c'est souvent des conscrits, donc ils sont juste nouveaux, quoi. Ils peuvent pas réellement. Ouais, tu disais bien que les conscripts, apparemment, le niveau logistique, c'est ce qui posait le plus problème. Oui, surtout. Hmm. Il y a Nuromac qui demande est-ce que t'avais des petits plaisirs en tant que soldat, comme une partie de cartes ou de fléchettes sur le front, quoi? Oui.
totalement. Enfin, c'est surtout des parties de cartes ou alors d'autres qui fument ensemble. C'est principalement ça, oui. Est-ce que les soldats chantaient des musiques en dehors des combats? Totalement, ils arrêtaient pas d'en chanter. Ils arrêtaient pas d'en chanter. C'est une anecdote. Ah ouais? Oui, ils arrêtaient pas d'en chanter. C'était surtout, ils chantaient énormément. Si, si. C'était T'as un nom de musique qui chantait? Ce qui demande si oui, lesquels? Combat. Donc c'est, enfin, c'est fin. Du coup, c'est une musique sur la guerre d'Afghanistan. Donc c'est Combat de Lioub. Il y avait Aprili qui était du coup en avril tout le temps chanté, vu que Aprili ça veut dire avril. De Kino et puis une autre, je crois que c'était du coup mince comment ça s'appelle l'hymne national russe, c'était très peu chanté pour ce train et puis principalement c'était plus des chansons de combat et non pas réellement de patriotiques communistes. Ouais, franchement, F9i, super question. Bien joué, j'aurais pas pensé. Alors, il y a Karaba qui demande comment fait-on pour essayer d'oublier la guerre au quotidien depuis que t'es revenu? Euh, Franchement, c'est très dur. J'ai tout le temps des pensées à ça, mais j'ai pas réellement les conseils à dire. Voilà. Est-ce qu'il y a des moments où t'oublies et est-ce que justement il y a des moments où là tu vas y repenser précisément dans ta journée? Principalement, c'est surtout, enfin, c'est surtout le matin que ça me fait penser. Après, le soir, c'est beaucoup mieux. T'y penses plus le matin en te levant que le soir en te couchant? Oui. Et ouais, comme tu disais, ça s'oublie jamais, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'aident à avancer aujourd'hui dans ta vie? Des choses qui m'aident à m'avancer dans la vie. Franchement, pas beaucoup, à part juste pouvoir, enfin, quand même essayer de l'oublier avec des tâches normales, donc c'est-à-dire juste pouvoir être dans une ville sans avoir aucun tir, déjà c'est quand même quelque chose. Mais franchement, non, je vois pas. Tu as pas d'aide extérieure psychologique ou autre? Justement, je vais voir pour en avoir justement des aides extérieures, mais principalement non. À part juste par rapport à l'ambiance de la zone, j'ai pas réellement d'aide extérieure. Les équipements russes datent-ils réellement d'après la Seconde Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale et guerre froide? Alors, le matériel, c'était surtout matériel de guerre froide, début 19... enfin, surtout vers les années 1990 utilisé, ou alors voire même du matériel 1980, mais pas moins, je dirais. Ok, ouais, parce que Seconde Guerre mondiale, faut pas abuser, là, c'était encore les Oui. PPSH 40, là. Si on en revient à ça, il y a un problème. Avez-vous peur d'une escalade avec l'OTAN? L'escalade. En gros, que le conflit, il augmente, ouais. Franchement, je pense pas que ça va réellement monter jusqu'à là, mais rien n'est impossible. Donc, en vrai, on était plutôt pas réellement effrayés parce que si ça montait jusqu'à là, il y aurait directement eu un conflit mondial. Est-ce que tu es fier, jusqu'à ce que tu te fasses capturer, de combattre pour la Russie? Franchement, pas pour les mêmes pensées. Franchement, Ok. je vais être franc, il y a quand même des limites parce que autant combattre, ok, mais pas contre des civils et non pas. Ça, pour moi, c'est la chose que je hais le plus. Combattre contre des civils, c'est. Je crois que c'est ce qui t'a le plus martyrisé, enfin, ce qui t'a le plus marqué de cette guerre, c'est le Oui. fait d'avoir vu des tirs sur les civils. Oui, c'est surtout ça, plutôt. Beaucoup à Mariupol. À Mariupol, c'était quand même. Ça va, la zone a été évacuée, mais surtout, il y avait eu aussi, du coup, comment dire, des civils sur zone qui ont été, du coup, emmenés sur les territoires occupés, donc voilà. Des civils qu'on amène sur des territoires occupés? Oui, ou alors ils peuvent rester là, mais principalement échanger pour des zones. Enfin, c'est pas nous, enfin, c'est pas la zone principalement. Enfin, le gouvernement, ça dépend si c'était pour les civils. C'était soit tu vas dans une zone occupée, ou alors soit directement en Russie. C'était souvent ça, ou alors ou alors à cause des chemins humanitaires qui étaient du coup directement redirigés vers soit la Russie ou soit vers la Pologne. La Pologne, c'était surtout pour tout l'ouest de l'Ukraine.
Mais quand tu dis que ça tirait sur les civils, c'est pourquoi? Parce qu'il y avait des moments de panique, c'était intentionnel, c'est-à-dire pour qu'on Bah, comprenne un on peu. avait l'impression que des tirs venaient des endroits où il y avait des civils, donc du coup, bah, on ripostait à ces endroits. Ah, Et d'après les ordres, bah, c'était ces endroits qu'on devait toucher, donc voilà. Je pouvais pas réellement préciser plus. Donc ok, voilà. ok, ouais, je comprends mieux la situation. En gros, il y avait des suspicions d'avoir des civils ou des militaires en civil, quoi. Oui. Mais après, voilà. Ok. Quand il était à Mariupol, est-ce qu'il a participé au siège d'Azovstal? Non, moi j'ai pas réellement participé du coup à cet endroit, donc je peux pas réellement préciser. Moi j'ai été surtout sur le fait de protéger comment dire, le nord de Mariupol pour tenir la ligne, pour éviter qu'il y a comment dire, mince, qu'il y a une poussée vers le nord pour pouvoir faire un encerclement déjà, pour pouvoir nous encercler, mais surtout pour éviter de céder la ligne qui était en train d'assiéger comment dire, Azovstal. Oui. T'as jamais, ouais, je t'avais déjà posé la question, mais je la repose en live, t'avais jamais du coup combattu ou vu le régiment Azov, toi personnellement? Personnellement, non. Ok. Et est-ce que tes camarades, peut-être qui eux ont combattu, avaient peur de ce régiment-là? Est-ce qu'on vous en parlait? Oui, principalement, ils nous en parlaient. Ils étaient plutôt dans la... Pas réellement dans la peur, on savait très bien que c'était un peu l'équivalent de la Wagner. Ils étaient quand même très efficaces, mais on était surtout dans le sens où il y avait une haine qui se créait parce que ils étaient dits néo-nazis, mais bon, voilà. Ok, ok, ok. Selon toi, quelle est la plus grande erreur des Russes lors de ce conflit? Euh, Beaucoup d'erreurs. Franchement, beaucoup. La plus grosse, si tu devais en citer vraiment une, la monumentale. La logistique et comment dire, le plan stratégique. Stratégique, c'est-à-dire? Stratégique, on attaque pas aux meilleurs endroits pour pouvoir mieux les tenir. En fait, il y avait une mauvaise position par rapport à nos unités. Il y avait beaucoup de problèmes par rapport à tout ça. On était des fois, il y avait quand même des doutes s'il y avait une zone qui était attaquée, mais à la place d'être un peu comme en guérilla, donc dans des zones stratégiques, donc exemple soit dans des forêts ou soit dans ce genre de zone, on était surtout dans une zone où une zone à découvert, quoi. C'était vraiment dans ce genre de zone. Et après, c'était aussi dans les bâtiments. Enfin, moi, j'étais principalement dans les bâtiments pour couvrir, comment dire, des alliés. Enfin, pas réellement couvrir, mais plutôt donner l'alerte quand il y a un ennemi. Est-ce que Wagner travaillait avec eux sur des objectifs? Du coup, t'en avais déjà parlé de Wagner, tu disais que Wagner, tu les as pas vraiment vus en Ukraine, toi? Non, je les ai pas réellement vus, mais aussi, il y avait quand même beaucoup de personnes qui disaient que la Wagner va mettre tout en l'air parce que vu qu'on savait que elle faisait, comment dire, qu'il y avait beaucoup de problèmes avec comment dire, les civils. On avait peur que ça altère déjà l'image qui a été déjà donnée par les mercenaires. Parce que les mercenaires, il y a eu beaucoup de problèmes avec les civils. Donc, et aussi, ils se prennent un peu comme des paramilitaires. Donc, ils respectent pas les ordres comment dire, de l'état-major, ni même juste des plus hauts gradés. Ils font tout ce qui est bon pour eux par rapport à ça. Ok, ouais, donc toi, tu fais vraiment la différence entre un vrai militaire de carrière qui a été formé par l'État et un milicien ou un paramilitaire, quoi. C'est pas du tout la même Oui, chose. c'est pas du tout la même chose parce que il n'y a pas les mêmes objectifs. Il y en a un, c'est de se faire de l'argent et d'autres, c'est vraiment comment ça s'appelle, pour réellement combattre pour une cause. Hmm. Il y en a, ils font ça un peu pour leur intérêt personnel, enfin complètement même, quoi. Oui, oui, totalement. Mais est-ce que tu penses que là, l'armée russe, qui est là que, entre guillemets, en petite quantité par rapport à toute l'armée ukrainienne, est-ce que tu penses que l'armée russe peut venir avec toute son armée pour, entre guillemets, rouler sur l'Ukraine? Cette option, comme tu le dis, va poser beaucoup de problèmes, surtout des problèmes logistiques, parce qu'on a une grande armée. Donc déjà qu'on n'arrive même pas à tenir une belle ligne logistique, ce serait très compliqué qu'il y a toute l'armée qui vient directement. Donc c'est soit on met du coup des unités en garnison et qu'ils arrêtent de s'entraîner pour vraiment avoir une concentration sur du coup le front, ou alors c'est vraiment
que faut vraiment avoir une meilleure logistique pour avoir cette circonstance. Parce que plus on va avoir une meilleure logistique, mieux on pourra tenir le front. Donc ça sera dans cette logique. Et après, du coup, là, on pourra avoir beaucoup plus de régiments et de divisions, même d'unités, qui vont venir sur place pour pouvoir tenir la ligne et puis peut-être, comme tu le dirais, rouler sur l'Ukraine. Ok, J'ai bah, une troisième question, mais je sais pas si je peux la poser parce que elle m'est sortie de la tête comme ça et j'attends que Christophe me réponde. Mais Allez, j'ai vas-y, toujours vas-y, pas eu vas-y, de Kissan. réponse. Bah, t'as C'est- vocal. J'ai une question sur les armes, sur l'armement. Est-ce que Oui. tu as déjà vu des soldats russes ou ukrainiens qui utilisent, d'après ce que les médias disent, des armes de la Seconde Guerre mondiale? Bah non, non, non. Jamais, c'est pas c'est improbable. Donc, Non, est-ce que pour toi, quand même, c'est possible que, au bout d'un moment, on utilise les armes de la Seconde Guerre mondiale sur le front? déjà, les stocks de la Seconde Guerre mondiale sont quasiment inexistants, donc ce serait quand même bête de les utiliser, car que ils sont quasiment, on a quasiment même plus de PPSH, donc vas-y, tu vas aller loin avec ça. D'accord. Il y a une question très intéressante. Que penses-tu du rôle de la Biélorussie dans cette guerre? Alliée C'est ou pas alliée? plutôt comme enfin, publiquement, je crois qu'elle n'envoie pas réellement ses unités. Mhm. C'est plutôt, elle est en guerre publique, d'accord, mais je crois que c'est surtout comme faire dire que c'est un État de la Russie. Donc, en fait, si tu veux, elle peut avancer publiquement, dire par la Biélorussie. C'est plutôt dans ce genre de circonstances que ce sera ça. C'est un vrai allié pour vous, la Biélorussie, aujourd'hui ou pas? Oui, mais elle participe pas réellement premier degré, enfin premier degré. Elle participe pas pleinement, comment dire, à l'offensive. Elle est très défensive actuellement. Enfin, normalement, il a quasiment toutes ses unités stationnées sur les pays contre les pays de l'OTAN, donc normalement, enfin pas réellement pour la Lituanie. C'est surtout sur la frontière entre la Pologne et le, comment dire, sud-ouest comment dire, de la Biélorussie. Bon, on mitraille de questions, je suis désolé, ça fait peut-être beaucoup de questions pour toi, ça va, ça te remplit Non, pas ça trop le va. crâne? Ok. Bah, plutôt que de te poser une question, on reprend juste après si t'es chaud, mais j'ai envie de dire, on est d'accord, toi tu joues à Shoikat aussi, tu viens de Heart of Oui, Iron, tout ça? Ok. Pour nous, voilà, nous on est une communauté, on joue aux jeux vidéo, la plupart d'entre nous sont plutôt jeunes, la moyenne, je pense que cette chaîne c'est entre 15 et 16 ans, je dirais. Est-ce que t'aurais un message à faire passer par rapport à tout ça, par rapport à ce que c'est la guerre dans la vraie vie et justement pas dans le jeu vidéo? Est-ce que t'aurais quelque chose à dire par rapport à tout ça, personnellement, de ce que t'as vécu? Franchement, il y a une grosse différence, c'est que, enfin, il y a quand même une réalité, c'est que l'état-major ne va pas du tout au front. Ça paraît normal, elle doit diriger les unités, mais c'est que c'est pas parce qu'une unité va percer qu'il y aura aucune perte. Il y aura forcément beaucoup de pertes, voire même, comment dire, quasiment un régiment complet, quasiment comment dire, quasiment enfin, de dissous. On peut pas réellement dire que une guerre ça fait rien, parce qu'une guerre c'est quand même très violent, il y a beaucoup de morts, donc c'est pas parce que tu vas envoyer une unité qu'elle sera quasiment indemne. En réalité, jamais ça va s'arriver. Jamais, tu auras beaucoup de morts, tu auras beaucoup de blessés. C'est très, c'est très violent sur le fait que on ne peut pas réellement dire que le jeu vidéo ça peut simuler la réalité. C'est vraiment en fait, il y a une différence entre le jeu vidéo que je veux dire, c'est que c'est pas en une balle tu peux mourir. Voilà, c'est juste en une balle, c'est une seule chose, c'est bon, c'est fini. T'as déjà eu peur, toi, de la mort là-bas en Ukraine? Oui, plusieurs fois, c'est comme tout le monde. On peut pas dire Hmm. que personne n'a eu cette peur, tout le monde l'avait. Et pour qu'on comprenne bien, parce que nous, tu vois, moi, je vais pas te mentir, j'ai 21 ans, j'ai aucune expérience militaire, voilà, le jeu vidéo, comme tu dis, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et pour qu'on comprenne bien, c'est un peu délicat comme question, mais justement, ça fait quoi d'avoir peur de mourir quand t'es dans ce genre de situation? À quoi tu penses? Qu'est-ce que, je sais pas, c'est quoi la pensée qui te vient en genre de situation? C'est de rester concentré? Tu penses, je sais pas, à ta famille, pour qu'on comprenne un peu? Alors, ça dépend de tout le monde. Franchement, il y en a d'autres. La première chose, c'est directement de penser à partir. Ça paraît totalement normal. Ah, te barrer, fuir, quoi. Oui, fuir, Ok. directement fuir, parce que des fois, dans des circonstances, tu vois pas d'autres sorties que fuir ou directement mourir.
Parce que des fois, exemple, dans des bombardements, le truc, c'est vraiment ton seul objectif, c'est même plus de te concentrer, c'est directement fuir ou te planquer. C'est juste ça l'objectif. Finalement, t'espères des fois en fait que ça va pas te tomber sur la gueule quoi. Voilà, c'est principalement ça. Ok, donc en fait, quand t'es dans ce genre de situation où vraiment là t'as peur, c'est même plus le moment de réfléchir, de ce que je comprends, c'est juste le moment de te dire sauve-toi, planque-toi, mais ne pense pas quoi, juste prie pour ne pas mourir, c'est ça en fait. À côté, oui, il y a certains. Surtout dans les combats urbains, c'est surtout ça. Mais après, dans les autres fronts, ça va plutôt bien par rapport à ça. Enfin, toi tu disais que, enfin, je voyais bien, de toute façon quand on avait fait la vidéo ensemble, que t'es quelqu'un qui arrivait à rester calme, genre ta voix elle était tout le temps au même rythme, tu vois, genre y a pas des moments Oui. où... Et c'est ce que je t'avais dit, enfin franchement tu m'expliquais que c'était par rapport à ta formation, tout ça, que t'avais appris à rester calme. Mais je me dis quand on a cette peur de la mort, donc t'as une douleur mentale, mais est-ce que t'as aussi une douleur physique, je sais pas, genre t'as mal au ventre, je sais pas, t'as la tête qui tourne, t'as... Vraiment, pour qu'on se rende compte de cette sensation, c'est vraiment ce que je cherche à montrer que vraiment c'est réel quoi ce qui t'arrive. Franchement, si tu. Après, ça dépend mentalement. Si tu te dis que c'est pas réel, tu vas pas avoir réellement de répercussions, comment dire, physiques. Mais si tu vois directement comment dire, le bombardement qui arrive ou quelque chose comme ça, quand tu vois vraiment les dégâts que ça arrive juste à côté de toi, de un, ton rythme cardiaque va augmenter directement, tu vas être stressé, en fait, tu vas être suractif, on peut dire ça suractif. Tu vas tenter en fait, tu vas chercher partout, tu vas voir à peu près partout, ou c'est ça, voire même une balle qui te frôle, ton seul réflexe, ça va être, comment dire, mince, de te mettre au sol, de ne plus bouger, et puis en espérant que ça se passe. Faut vraiment se dire que on a juste un réflexe, c'est que quand tu vois le vrai danger, c'est que tu as des réflexes de fuir. C'est juste fuir, se planquer, ou alors juste. Tu peux pas réellement tenir face à face parce que, en fait, tu peux pas tenir. Si tu tentes de tenir, tu vas te prendre une balle. C'est quand même un peu. Comme tu dis en C'est fait, quand, psychologique. quand tu te dis que c'est pas réel, c'est en fait c'est juste être inconscient parce que t'as pas cette peur du Oui, danger et c'est là où c'est plus dangereux. voilà, c'est aussi ça. Fred, en tant qu'ancien militaire, cette pensée-là, cette peur-là, tu l'as ressentie aussi ou tu la confirmes ou pas?